d'être venu pour ce nouveau séminaire IDA sur les psychédéliques. Donc, un rappel sur le format, on va partir pour à peu près 20 minutes, 25 minutes, on verra, de présentation. Et ensuite, il y aura un temps de questions libres et on essaiera de ne pas dépasser 13h30. Et vous savez aussi que si les présentations sont enregistrées, les questions ne le sont pas. Et un peu plus tard, vous pourrez voir le replay sur le site du laboratoire SOMPSI. Donc aujourd'hui, nous avons le très très grand plaisir d'accueillir donc Ewen, le docteur Ewen Kervadec, qui va nous présenter son travail sur les psychédéliques en lien avec la médecine de l'addiction et qui va aussi se présenter lui-même. Je pense qu'on va te passer la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler des psychédéliques et de leur potentiel thérapeutique dans le traitement des addictions. On va parler de l'expérience mystique induite par ces substances, de leur effet pharmacologique et de ce que ça peut avoir comme intérêt pour la clinique. Alors, en ce qui me concerne, donc, en effet, je m'appelle Ewen Kervadec, je suis médecin psychiatre. Actuellement, je travaille au sein du laboratoire SAMPSI à Bordeaux dans le cadre d'une année recherche sur les biostatistiques et les biomathématiques. Et les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus de l'équipe Psychomad, dont je fais partie avec le docteur Bruno Roméo et le professeur Amine Benyamina au sein du CHU Paul Brousse qui dépend de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Euh, et puis avant de commencer, je voudrais quand même remercier évidemment le professeur Marc Aurécombe de m'avoir invité à faire cette présentation. Et puis merci à Jean-Marc Alexandre d'avoir aidé pour l'organisation. Donc les psychédéliques, dans les présentations sur les psychédéliques, c'est généralement assez disparate au niveau du public. Il y a des personnes qui ont une connaissance assez érudite du sujet et d'autres qui sont plus profanes. Donc j'essaie de faire un compromis en termes de complexité du propos. S'il y a besoin, on reviendra sur certaines choses pendant le temps de questions-réponses. Les psychédéliques, donc ce terme qui a été proposé par le psychiatre britannique Humphrey Osmond et dans sa correspondance avec l'écrivain Aldous Huxley, ça regroupe deux racines en grec ancien, c'est psyché, l'âme, l'esprit, et délos, rendre visible, rendre manifeste. Ces substances, elles sont donc là pour rendre manifeste l'âme. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ces substances, elles entraînent des hallucinations visuelles, des distorsions des perceptions, elles perturbent fortement les émotions, les pensées, les croyances et globalement induisent des expériences subjectives très intenses qui peuvent prendre toutes sortes de dimensions. On va le revoir par la suite. Et ces substances, ici, on va parler surtout des psychédéliques classiques, qui sont définis par une activité pharmacologique principalement agoniste des récepteurs sérotoninergiques. Alors, ça concerne principalement le LSD, qui a été synthétisé par le chimiste suisse Albert Hofmann, la psilocybine, qui est le principe actif des champignons hallucinogènes, l'ayahuasca, qui est un breuvage amazonien qui mélange plusieurs plantes avec des composants psychoactifs, et puis enfin la mescaline, que Jean-Paul Sartre expérimentait régulièrement jusqu'à ce qu'il a pu halluciner des crabes et des homards pendant plusieurs semaines. Donc ça, ce sont les psychédéliques, on va dire, classiques, sérotoninergiques, mais bien évidemment, on est sur une classe pharmacologique qui regroupe plein de substances hétérogènes. On a des psychédéliques qui sont non sérotoninergiques, des entactogènes comme l'ecstasy, la MDMA, des dissociatifs comme la kétamine. Et en fin de compte, on a beaucoup de substances comme ça qui sont regroupées sous le terme psychédélique, même l'ibogaïne, la salvinorine, mais je vais moins en parler aujourd'hui parce qu'on a moins de données disponibles à l'heure actuelle dans la littérature. Donc, je vous l'ai dit, ces substances, elles entraînent des effets subjectifs potentiellement très intenses. Le terme qui est utilisé dans la littérature aujourd'hui, c'est surtout de l'expérience mystique, même si on a des dimensions psychologiques qui sont en dehors du champ de l'expérience mystique. Beaucoup de témoignages des psychédéliques parlent d'une expérience qui est ineffable, qui échappe un petit peu à la transmission du contenu de l'expérience par les mots. Il y a tout un vocabulaire après, un champ lexical de la phénoménologie psychédélique. On parle de dissolution de l'ego, de sentiments océaniques, de transcendance, de sentiments de connexion avec l'univers, les autres. En fin de compte, on a voilà, une expérience qui est extrêmement difficile à capter. Ici, j'ai cité Charles Duhigg qui, dans son livre Le Pays de l'éclairement, parle de vibrations opalescentes, de épanouissement prismatique. Donc, vous voyez, il y a énormément de variabilité aussi dans la façon de vivre cette expérience. Et ça pose beaucoup de challenges du point de vue de la description scientifique de ces expériences.
Alors, à l'heure actuelle, on a une accumulation de données dans la littérature scientifique qui montre une certaine efficacité de ces substances dans plusieurs troubles neuropsychiatriques, pour la dépression, l'anxiété, les addictions, les troubles de stress post-traumatique. On a même d'autres indications comme la fibromyalgie ou l'anorexie qui sont actuellement en cours d'investigation. Et donc, en fin de compte, ça pose la question de qu'est-ce qui fait que ces substances-là, elles auraient une efficacité un petit peu transdiagnostique sur différents troubles qui, pour autant, ont des mécanismes assez spécifiques et différents les uns des autres. Alors, on a quelques pistes au niveau du fonctionnement neurobiologique de ces substances qui vont agir à trois niveaux, au niveau moléculaire, au niveau neuronal et au niveau fonctionnel, à une échelle un peu plus globale cérébrale. Le principal effet de ces substances, qui en tout cas fait l'objet de beaucoup de publications, c'est leur principe de promotion de la plasticité cérébrale, en passant par une promotion de la synaptogénèse, de la dendritogénèse, ça passe par la voie de signalisation de TrkB. Enfin, il y a beaucoup de. J'ai mis des références en bas si vraiment ça vous intéresse d'aller dans le détail de la neurobiologie. Mais on va dire que c'est ça qui génère beaucoup d'espoir sur les propriétés pharmacologiques de ces substances. On a également des propriétés anti-inflammatoires qui font intervenir des cytokines, des interleukines ou le système du cortisol. On a des effets plus globaux sur la connectivité cérébrale qui sont montrés par des études en imagerie fonctionnelle. Et puis, dans le cadre de la dictologie, on aurait potentiellement, même si là on est sur des données plus précliniques, préliminaires, euh, un aspect de régulation, de modulation du tonus dopaminergique, du système de la récompense. Et donc là, ça pourrait aussi intervenir dans leur effet thérapeutique. De façon plus globale, comme ce que je disais juste avant, c'est qu'on a ce rôle de la plasticité cérébrale qui est favorisée par les psychédéliques. On a une perturbation du traitement des signaux avec, sur certains aspects, plus de connectivité, sur d'autres aspects, moins de connectivité. Ce qui ressort globalement dans la littérature, c'est qu'on a une déstabilisation des circuits et que cette déstabilisation-là, elle favoriserait à rompre avec des fonctionnements délétères, avec des schémas, des motifs de comportement qui sont mal adaptés à l'individu, et que en fait cette expérience psychédélique, elle permettrait d'avoir un point de bascule pour passer à un autre mode de fonctionnement et d'avoir derrière un changement durable. Alors évidemment, dans la littérature psychédélique, une principale difficulté, c'est comment est-ce qu'on relie ces deux extrêmes? Comment est-ce qu'on relie la neurobiologie avec la sérotonine, la connectivité cérébrale, et puis de l'autre côté, une expérience mystique extrêmement subjective, difficile à décrire, qui génère beaucoup d'activités artistiques et qui fait aussi que ces substances-là ont toutes les implications qu'elles ont au niveau culturel et sociologique. Mais là où on a des difficultés, bah, c'est pour capter, pour faire un peu le pont entre ces deux extrêmes. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de la neurobiologie, on a derrière des choses comme ça, et qu'est-ce qui fait que derrière, ça a un impact positif au niveau de la clinique pour certains troubles? Alors, à Paul Brousse, on s'est intéressé à regarder les données naturalistiques et notamment regarder dans le cadre addictologique qu'est-ce qui se passe quand on a des individus qui prennent des psychédéliques et qu'est-ce que ça donne derrière sur leur consommation de différentes substances psychoactives. Alors, c'est des données naturalistiques, ça veut dire qu'en fait, on regarde des témoignages d'individus qui ont eu des expériences dans des contextes non cliniques, non supervisés, donc ça peut être avec des amis, mais ça peut être avec des rituels non, enfin voilà, en dehors du monde médical. Il y a des retraites maintenant qui s'organisent avec des psychédéliques, enfin, et même depuis longtemps. Mais donc le but, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ces individus-là, en regardant comment évolue leur consommation de tabac, d'alcool, de cannabis. Et même si ces données-là sont rétrospectives, bon, ce qui expose un certain nombre de limites, on a déjà analysé pour voir ce que ça pouvait donner. Alors, il y a une première étude qui est sortie il y a quelques temps maintenant qu'on avait fait, qui était sur le tabagisme. Globalement, ce que ça montrait, c'est qu'entre avant et après une expérience psychédélique et naturalistique, on avait une diminution significative du nombre de cigarettes qui étaient consommées par jour. Ça, c'était cohérent avec les données qu'on avait dans la littérature à ce moment-là sur des petits essais cliniques dans le tabagisme. Et puis, de façon plus intéressante, ce qu'on voyait, c'est que l'évolution du tabagisme, elle était fonction de l'expérience. Typiquement, les individus qui avaient une expérience mystique complète, ça correspond en fait à un score de plus de 60% sur différentes sous-dimensions d'une échelle qui s'appelle le MEQ, qui mesure du coup l'expérience mystique. Ce qu'on voyait donc, c'est que les personnes qui diminuaient leur tabagisme, elles avaient en général plus fréquemment une expérience mystique complète. Donc il y avait un rôle ici de l'intensité de l'expérience. De la même façon, on a regardé comment évoluait la flexibilité psychologique avec un questionnaire qui s'appelle l'AQ2. Je détaillerai un petit peu plus ce à quoi ça correspond après, mais la flexibilité psychologique, pareillement, elle évoluait entre avant et après l'expérience psychédélique. Et typiquement, les patients qui diminuaient leur consommation de tabac, ils avaient une flexibilité
psychologique de départ qui était plus basse et ils avaient une meilleure amélioration de celle-ci après la prise du psychédélique. Ensuite, on s'est intéressé aux mêmes données par rapport à la consommation d'alcool sur un autre échantillon de patients. Et donc, on retrouvait des résultats similaires avec globalement une diminution de la consommation d'alcool. À gauche, vous avez les scores audit qui diminuent entre avant et après l'expérience. Et puis, une diminution du nombre de verres consommés par occasion. Et sur le rôle de l'expérience psychédélique et de la flexibilité psychologique, en fait, on retrouve des résultats assez similaires. Sur la gauche, en blanc sur le graphique, vous avez les individus qui ont réussi à réduire leur consommation d'alcool. Là, ça représente en fait leur flexibilité psychologique qui, on voit, elle augmente au cours du temps après l'expérience psychédélique. Mais par rapport à l'autre groupe qui est en marron, on voit que c'est des individus qui avaient à la base une flexibilité psychologique plus faible et du coup qui augmente mieux, comme s'il y avait un manque à gagner, une marge de progression qui était plus importante et que ces individus-là, ils bénéficiaient plus de l'expérience psychédélique. Et de la même manière, sur cet échantillon de patients, on avait retrouvé une corrélation entre l'intensité de l'expérience et la diminution de la consommation d'alcool. Alors, sur le cannabis, on a fait une étude similaire. Je ne vais pas redétailler les résultats, vous avez compris le message, mais l'idée, c'est que globalement, leur score QDIT diminuait au cours du temps après l'expérience et leur flexibilité psychologique, elle augmentait en parallèle. Mais la flexibilité psychologique, c'est quoi au juste? La flexibilité psychologique, c'est la pierre angulaire d'une forme de thérapie cognitivo-comportementale de troisième vague qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement. Le but de cette thérapie, c'est de favoriser le changement chez l'individu en améliorant sa flexibilité psychologique. Sa flexibilité psychologique, c'est défini comme une meilleure capacité à accepter le moment présent, à accepter les émotions, y compris quand elles sont négatives, et également une meilleure capacité à s'engager dans des actions qui sont alignées avec nos valeurs personnelles. Donc, l'idée de ce format de thérapie, c'est de s'associer avec la prise de psychédéliques pour travailler sur le changement, sur un mode de améliorer la flexibilité psychologique. Typiquement, là, vous voyez, juste pour un point de détail, mais dans les aspects de rigidité psychologique, on a l'évitement expérientiel, et ça, typiquement, c'est quelque chose qui est beaucoup retrouvé en addictologie, où on a des patients qui consomment, typiquement pour soit anesthésier des émotions négatives, soit éviter de se confronter à des situations. Et donc, ça, ce serait typiquement une des cibles de travail pour les thérapies assistées par psychédéliques. Alors, on a regardé sur un échantillon d'un peu plus de 400 patients comment évoluait la flexibilité psychologique au cours du temps après une prise de psychédélique, toujours en contexte naturalistique. On retrouvait trois principaux résultats. Ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une corrélation entre la flexibilité psychologique de départ et l'amélioration de celle-ci après les psychédéliques. Donc, ça revenait un peu sur les résultats qu'on a vus avant, où en fait, on a une marge de progression quand au départ, il y a une certaine rigidité psychologique. On trouvait également une corrélation entre l'intensité de l'expérience et l'amélioration de la flexibilité psychologique. Et on retrouvait un résultat similaire où en fait les individus qui avaient une expérience mystique complète, comme je vous l'avais détaillé avant, ils avaient une flexibilité psychologique qui s'améliorait plus. Donc on a vu que là, typiquement, ces substances-là, elles induisent une expérience très intense, que cette expérience, elle va avoir des bénéfices thérapeutiques, que ces bénéfices thérapeutiques, ils sont partiellement médiés par la flexibilité psychologique, par l'amélioration de celle-ci, et que cette flexibilité psychologique, elle va être notamment drivée par l'intensité de l'expérience. Alors, aujourd'hui, il y a tout un débat dans la sphère psychédélique sur le rôle de l'expérience subjective. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire pour avoir les bénéfices thérapeutiques? Est-ce qu'en fait, elle n'est que le reflet d'une fixation de la molécule sur son récepteur? Et en fait, les effets expérientiels, ils ne sont pas si importants que ça à l'amélioration des patients. Donc, il y a tout ce débat-là. Nous, on a regardé un petit peu, du coup, dans un premier temps, qu'est-ce qui modulait l'intensité de l'expérience, et on a regardé à quel point c'était lié aux bénéfices thérapeutiques. La modélisation suivante, elle s'est faite donc sur plus de 1600 témoignages de prise de psychédéliques, où comme donc là le graphique il est assez riche, mais vous allez voir globalement c'est simple. Ce qu'on regarde, c'est en fait le score total MEQ, donc d'expérience mystique, et on regarde les différentes sous-dimensions. Donc typiquement en haut, là j'ai le score total du MEQ, et j'ai les scores donc d'ineffabilité de l'expérience, de la dimension mystique, de la dimension d'humeur positive et de la dimension transcendance. Et en fait, on a regardé en fonction de différentes variables comment évoluait l'intensité de l'expérience.
Typiquement ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'intention de l'expérience, l'intention derrière l'expérience, elle est très importante. Les individus qui avaient comme motivation un cheminement spirituel ou un besoin thérapeutique ou tout simplement de l'exploration personnelle, ils avaient au total une intensité de l'expérience qui était plus importante. On regarde ça sur d'autres types de variables, typiquement la dose de la substance psychédélique prise. Là, c'était plus attendu comme résultat, mais on avait une relation dose-réponse qui était claire, où typiquement, bah, plus on prend une dose importante de psychédélique et plus l'expérience psychédélique, elle va être intense. Donc là, c'est plus sur le versant pharmacologique, où c'est simplement le reflet de la fixation de la molécule sur ses récepteurs, et donc qui favorise les effets expérientiels. Ici, on regarde l'intensité de l'expérience en fonction de la substance. Alors ici, c'est un petit peu plus difficile au niveau de l'interprétation et on a peu d'individus pour les substances comme l'ibogaine ou la 5-MeO-DMT. Donc, on ne peut pas tellement conclure sur ces données-là. Ce qu'on peut voir, ce qui ressort, c'est qu'il y a une très grosse variabilité en fonction de la substance. Ce qui avait l'air de ressortir, c'est que l'ayahuasca, ça favorisait des expériences plus intenses, même si on pourrait expliquer ça aussi par le fait que l'ayahuasca, souvent, c'est pris dans des contextes de retraite, de rituels spirituels, etc. Et donc, c'est ça qui pourrait favoriser aussi une expérience plus intense que les individus qui prennent du LSD ou de la psilocybine dans des contextes plus festifs ou récréatifs, par exemple. Et puis enfin, ici, on a regardé comment l'intensité de l'expérience elle était modulée en fonction des antécédents d'usage. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que bah, les individus, plus ils ont l'habitude, plus ils ont déjà pris des psychédéliques par le passé, et plus ils arrivent sur une expérience de référence à avoir une expérience intense. Donc ça pourrait expliquer aussi un rôle de l'expérience personnelle pour naviguer les effets subjectifs de la substance qui ne sont pas forcément évidents lors d'une première prise ou une deuxième prise. Et donc, pour ces individus-là, il y a peut-être plus de gains aussi à avoir l'habitude d'utiliser ces substances-là versus quelqu'un qui en a jamais pris. Enfin, donc, on a voulu regarder bah, cette intensité de l'expérience psychédélique, à quel point elle était liée aux bénéfices thérapeutiques, et notamment à quel point cette relation-là, elle pouvait varier dans différents contextes cliniques, dans différents troubles neuropsychiatriques, et selon différents designs d'études. Donc, on a fait une grosse revue systématique et une méta-analyse de la littérature, où on a principalement regardé la corrélation entre les effets subjectifs de l'expérience et les effets thérapeutiques. Ce qui ressort, donc quand on prend plus d'une vingtaine d'études, je crois qu'au total, ça regroupe 2000, un peu plus de 2000 expériences psychédéliques. Ce qui ressort, c'est qu'on a une corrélation positive et qui est vraiment régulièrement retrouvée sur l'ensemble des études, avec plus on a une expérience intense et plus on a des bénéfices thérapeutiques. Mais on a aussi une grosse variabilité de cette relation-là, avec une hétérogénéité à la fois sur les designs des études et une hétérogénéité des échelles qui sont utilisées pour mesurer l'intensité de l'expérience clinique. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'expérience mystique, c'est une façon de décrire l'expérience psychédélique, mais on peut aussi s'intéresser à des phénomènes d'insight, à des phénomènes plus généraux d'altération de la conscience, qui ne prennent pas autant d'accent sur l'aspect mystique. Donc, de façon générale, ces échelles aussi, elles sont limitées. Elles peuvent négliger certains aspects, y compris négatifs de l'expérience. Donc, on a un certain nombre de limites à ces mesures-là. Mais donc, en tout cas, cette corrélation, elle est retrouvée de façon régulière dans la littérature. Et on a un certain nombre de variations. En fonction du contexte clinique, notamment, on a vu que la corrélation, elle pouvait être différente. Typiquement, la corrélation, elle était plus importante en contexte clinique qu'en contexte naturalistique. Donc, quand on regarde les individus qui ont eu ces expériences-là dans un contexte plus clinique, encadré avec un soutien psychothérapeutique, il y avait l'air d'avoir un lien plus fort entre l'intensité de l'expérience et les bénéfices. De la même manière, on a vu que sur la différence entre les addictions, enfin, les études qu'il y a sur l'addiction et les troubles de l'humeur, on a en général une corrélation plus importante dans les troubles de l'humeur, ce qui pourrait être lié à une implication plus directe du système sérotoninergique dans les troubles de l'humeur, tandis que le bénéfice thérapeutique dans les addictions, il pourrait être médié par des mécanismes secondaires en lien avec le système glutamatergique, le système dopaminergique, la question de la neuroplasticité. Mais aussi, dans notre revue, ce qui ressortait, c'est que, bah, il y avait beaucoup d'études naturalistiques dans les addictions, plus que dans les études sur les troubles de l'humeur. Et donc, c'est aussi ça qui peut driver cette différence.
Enfin, on a regardé donc en fonction du design, si les études elles étaient prospectives versus rétrospectives. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des limites hein, quand on a des données rétrospectives sur des prises de psychédéliques. Là, c'était au final contre-intuitif, puisque ce qu'on retrouvait, nous, c'était que la corrélation, elle était moins importante sur les études naturelles, sur les études naturalistiques rétrospectives. Et donc, du coup, ça, c'était un peu en contradiction avec des biais de sélection où nous, on s'attendait plutôt à ce que les individus, quand ils font des études rétrospectives, bah, il y a un biais de sélection, c'est les gens qui ont des bonnes expériences, des expériences intenses qui participent à ces études-là. Et bah, en fait, pas forcément. Quand c'est un design prospectif, au final, on a une corrélation qui est plus importante. Voilà, donc globalement, c'est un peu l'essentiel des messages que je voulais vous faire passer avec ces travaux. Ce qui ressort, c'est que donc on a des substances qui sont extrêmement complexes. J'ai évidemment simplifié le propos. Il y a beaucoup de cadres théoriques possibles pour décrire l'action des psychédéliques. Donc ça, c'est réductionniste comme approche. Ces molécules-là, donc elles ont des effets subjectifs qui sont très variables. Ce qui ressort, c'est que là, on a une association entre l'intensité de l'expérience clinique, l'amélioration de la flexibilité psychologique et l'amélioration clinique. Et à l'heure actuelle, on a beaucoup de travaux encore à faire pour comprendre les mécanismes d'action de ces substances. Et donc, ça va continuer là sur les prochaines années. On a des essais cliniques qui vont arriver et qui ont démarré. Il y en a un qui s'est terminé tout récemment là en France. Donc, on va voir ce que les données de la littérature continuent de montrer. Et puis voilà pour ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour votre attention. Et j'ai remis ici les derniers articles qu'on a publiés avec l'équipe. Comme ça, vous pouvez avoir les références aussi avec derrière toutes les ressources bibliographiques par rapport à l'ensemble des choses que j'ai pu mentionner aujourd'hui. Voilà. Eh ben, Ewen, merci beaucoup.